En moins de 3 mois, elle a décidé de passer ici pour se soumettre aux critiques de tout le monde. Et je pense que j'ai été le premier à jouer à ce jeu, à la critiquer. Et j'aimerais que vous l'applaudissiez pour cette occasion. Cela dit, on va encore la critiquer. Oui, on va la critiquer. Elle m'a dit secrètement de ne pas tout la critiquer aujourd'hui. Donc je vais baisser un peu la garde. Mais on va la critiquer parce que le monde n'est pas parfait. Encore moins ce que nous avons créé comme activité, nous les humains qui sommes imparfaits. Aujourd'hui, elle a décidé de parler du parc automobile. Je pense que c'est l'un des maillons forts et à la fois faibles de notre système. Fort parce que on peut être fier d'avoir les ressources pour réaliser nos ressources. Faible parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, on n'est pas toujours satisfait. Et je lui disais en police que, quel que soit ce qu'elle fasse, la finalité, c'est de prendre en compte les attentes des clients et essayer de voir pas elle qui est qualiticienne. Donc, on n'est pas toujours satisfait. Et aujourd'hui, je voudrais, moi, me parler de lui poser beaucoup de questions. Je voudrais que vous disposiez à lui poser toutes les questions. Toutes les questions qu'elle éclaire notre lanterne et pour sortir d'ici, on ne nous trouve pas dans les coulisses, dans les couloirs, pour nous demander, mais qu'est-ce que vous avez dit? Madame Touré aura tout à l'heure la parole et je pense qu'on la connaît suffisamment, je ne vais pas aller plus loin. On va demander à Madame Touré de venir présenter un peu sa structure et de présenter en quelques mots les raisons pour lesquelles elle a décidé non seulement de venir là en moins de 3 mois et surtout d'avoir choisi le parc Accra et le parc Auto et l'explorer. Lui, c'est un dessin parce qu'on y a des crânes de serpents et tout. Elle va choisi d'aborder la gestion du parc Auto conseil. Madame Touré, vous êtes invitée au but. Je vous remercie. Vous pouvez directement même vous installer, quand c'est possible. Un tour, le micro, il porte mieux. On va laisser le micro. Vous savez pourquoi déjà on doit laisser le micro pour pas trop animer. Voilà. Parce que c'est un rôle d'ami, madame, que vous avez là. Il a déjà commencé à vous critiquer. Merci, Gilles Minerve. Bonsoir, chers tous. Monsieur le conseiller, monsieur le directeur général, bonsoir et merci d'être présent. Merci de nous accompagner toujours de par vos conseils et par votre présence à nos côtés. Madame la directrice du contrôle de gestion, très chère partenaire, dans la famille, n'est pas trop gentil aussi. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler du parc de Pau. Minerve l'a dit, on a parlé en fin d'année de la gestion des achats et la procédure d'achat spécifiquement. Aujourd'hui, on vient sur le parc auto parce qu'on s'est rendu compte que c'était les deux grandes difficultés au niveau de la direction du patrimoine et des moyens généraux. Très souvent, lorsqu'on doit mettre à disposition des ressources, vous savez bien que c'est par moments très difficile. Donc, il est bon que tous ensemble, nous puissions comprendre le fonctionnement de ces deux entités. Et je pense que si on les a compris, on pourra donner satisfaction à la mission qui nous a été confiée. Merci à tous d'être présents. Merci à la DPPSST. Je ne vois pas trop la direct. J'avais bien voulu que les contrôleurs soient là, de sorte qu'aujourd'hui on puisse se comprendre aisément. Parce que très souvent, lors des échanges, toutes les parties ne sont pas présentes. Mais donc, je pense qu'en ligne, si les personnes peuvent être connectées, ça sera très intéressant. On va essayer en 30-40 minutes de vous présenter le parc automobile de la CNPS. Un parc assez connu, avec lequel on rencontre par moments des difficultés, mais on essaie autant que faire se peut d'essayer de donner satisfaction. Vous savez comme moi que la satisfaction totale n'est pas de ce monde,
Mais lorsqu'on reconnaît les erreurs et qu'on se donne les moyens de corriger, on est en train de commencer le processus de satisfaction. Donc pour ce soir, le sommaire qu'on vous donne, je précise que je ne serai pas seul. Je suis avec le grand département du parc d'eau, avec des techniciens et sachants du domaine, de sorte que chacun puisse apporter des compléments d'information. Donc on va présenter la direction, bien entendu, le département, notre parc d'eau avec ses sections administratives et techniques. Et on va vous dire pourquoi aujourd'hui on veut communiquer sur le parc auto, bien que j'ai poussé. On va présenter le parc auto, la documentation qui doit être utilisée, des pratiques qu'on observe qui pour nous devront être corrigées, les axes d'amélioration qu'on souhaite et éventuellement les échanges qui pour nous vont permettre à tout un chacun de comprendre le fonctionnement. Et donc on a 4 départements. Le département logistique qu'on va dérouler aujourd'hui dans sa composante parc auto uniquement. Le département achat, le département sécurité patrimoine et puis le département archives. Au niveau du département lui-même, ça c'est le style du département DLL. Donc département logistique et entretien de matériel et équipement. Il assure l'allocation des ressources matérielles à l'ensemble des structures. Il doit suivre l'entretien du parc auto, gérer les interventions sur les véhicules, suivre les utilisations des véhicules, suivre les consommations des véhicules, consommation en carburant mais aussi en autres lubrifiants, gérer les documents associés à chaque véhicule, gérer les demandes, et puis enfin gérer les chauffeurs. Je vous présente l'organigramme. Ensuite, M. Mensa Kochi. Généralement, on l'appelle le boss des boss. Madame Assawa Valérie. Madame Assawa Valérie est gère l'administration et l'exploitation. Philippe Hénan. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la CNPS qui a un véhicule qui n'a pas son numéro. Monsieur Louviabé, ça c'est la partie logistique, matériel et immobilier. Et puis, Madame Kwasi Flora. Donc, ce sont les managers au niveau du département logistique que je vais vous demander de bien vouloir applaudir. À pouvoir avoir à disposition toutes les ressources matérielles pour pouvoir réaliser les activités. En son sein, allez-y, merci. Après cet organigramme-là, quand on revient, certaines personnes m'ont revenu tout à l'heure, quand on va s'appesantir sur la gestion du parc auto, qui est géré par un manager de service, qui est M. Mensa Kochi, leur mission est relative à la gestion de l'entretien des véhicules avec toutes les ressources que cela comporte. Donc, gérer les différents chauffeurs, et tout ça, on a parlé tout à l'heure. Les 2 sections qu'on a au niveau de la section administrative, j'ai dit tout à l'heure, section administrative gérée par Mme Assawa et la section technique qui est gérée par M. Inan Philippe. Au niveau de la section administrative, eux, ils vont gérer tout ce qui est documentation relative aux véhicules et ils vont s'assurer de nous donner des informations relatives aussi à leur gestion. Au niveau de cette section-là, nous avons Mme Assawa, nous avons M. Cheikh Abdoulaye Satifou, nous avons 3 aides logisticiens, M. Koulibaly, que je ne crois pas, d'accord, M. Diako Eric, et puis M. Nyangora Aïnou Georges. Anciennement, dans cette équipe, vous aviez Mme Adjélié qui a changé maintenant de cap. Voilà la différence. Mme Adjélié, tu peux te laisser, s'il te plaît. Elle avait à charge la gestion des sinistres, mais maintenant elle est devenue acheteur en chef. Donc elle est chef de section au niveau des achats. Et puis nous avons 11 chauffeurs. Au sein de la CNPS, nous avons autour de 93 chauffeurs, mais 11. Au niveau de la section technique,
mais eux, ils vont gérer tous les aspects techniques relatifs à notre gestion. Avec ENA, il y a 3 mécaniciens, dont une femme. Elle est quoi ça? Elle n'est pas là. Donc, nous avons Vanessa qui est une femme mécanicienne. Donc, on fait la part belle à M. Ndiabès et puis 2 hommes, M. Diomandé et M. Dosagnon Martinet. Donc, c'est ces 4 personnes-là qui gèrent le parc que vous allez voir. Donc, par moment, quand on vous demande aidez-nous à vous aider, c'est parce qu'en termes de ressources humaines, si on ne s'implique pas, on n'est pas sûr de pouvoir donner satisfaction. Revenons maintenant à pourquoi on veut nous communiquer aujourd'hui. Vous savez qu'au sein de toutes vos structures, vous avez un représentant du processus GRI. C'est généralement au siège des assistantes et dans les agences, les chefs de section comptabilité ou les agents administratifs. Régulièrement, on fait des séances de travail et ils nous ont dit attention, le taux de satisfaction commence à être bon. Essayez de voir. Vous ne communiquez pas. Et vous savez qu'à la caisse, il y a des fonctions stratégiques qui nécessitent des véhicules, notamment les contrôleurs, les médecins conseils et puis les agences. Quand une agence n'a pas un véhicule, on a un message bien qui vient pour dire attention, on n'est pas sûr d'atteindre le taux de recrutement. Donc pour tous ces éléments-là, on dit bon, donnons l'information pour que tout le monde sache. Et le plus dur, c'est que à la CNPS, on n'est pas beaucoup. Toutes les procédures qui sont faites, très bien faites par la direction qualité et études, que je salue au passage, sont mises à jour, disponibles, mais nous on n'est pas. Donc on n'est pas. Et on veut toujours faire ce qu'on a compris ou ce que les gens nous ont dit dans les bruits de couloir. Si bien que très souvent, les informations que nous avons sont erronées. Et puis enfin, on a un nombre important de sinistres. Les structures d'assurance, les compagnies d'assurance commencent à attirer notre attention là-dessus. Donc attention, on fait un peu trop de sinistres. On va essayer de voir comment les corriger. Aujourd'hui, le ministère des Transports a mis ses caméras partout pour contrôler nos différents bâtiments. Donc quand vous dites que vous êtes une entreprise citoyenne, ça veut dire que vous respectez toutes les dispositions qui sont mises en place. Mais quand on voit qu'on est tous à des dépassements de vitesse, on se pose des questions. Donc ça aussi, on a besoin de communiquer pour que tous nous sachions. Enfin, on veut renforcer la transparence. Quand on veut gérer dans la bonne gouvernance et une bonne compréhension par tous, il est bon de donner des informations à tout le monde. Parce que le parc auto gère beaucoup d'acquisitions. On a du carburant qui est utilisé avec des montants importants. On a aussi la maintenance et les assurances. Vous verrez dans les données tout à l'heure, on fait attention. Quand les montants sont trop importants, il faut s'arrêter par moment et puis donner des informations à tout le monde. On a besoin d'améliorer aussi l'appropriation des règles par les utilisateurs. Il y a beaucoup d'informations qui nous montrent qu'on ne fait pas ce qui devait être fait. Donc on veut se donner les moyens de faire ce qui doit être fait. On va rappeler les règles d'utilisation des véhicules, expliquer les procédures, qui a droit à un véhicule à la CNPS. Quand il a droit au véhicule, comment c'est géré? Comment on doit solliciter un véhicule du pool? Comment se fait l'allocation de carburant dans les missions pour lesquelles on a beaucoup de plaintes? Parce que très souvent, le carburant ne suffit pas. Ces informations-là nous sont regroupées. Et puis il y a des incidents. On a besoin aussi de réduire les abus, les dysfonctionnements et les non-conformités. Le résultat attendu, c'est plus de discipline de chacun de nous, parce que tous nous sommes bénéficiaires de véhicules, y compris moi-même. Moins de litiges et puis une meilleure durée de vie du parc. Soutenir la démarche qualité et l'amélioration continue. Je pense que cette année, c'est normalement l'année de certification de la CNPS. Il faudrait que nos données puissent accompagner à la certification. Donc, dans une logique de management, la gestion du parc auto est un processus support à part entière. Les indicateurs de performance, donc le coût au kilomètre. Généralement, quand on dit le carburant n'a pas suffi, nous on sait pouvoir dire quel est le kilométrage que vous avez parcouru. Voici le montant qu'on vous a alloué. Normalement, ça devrait suffire. Et puis maintenant, on entre dans la phase de discussion.
Le taux de disponibilité, si j'ai un véhicule, il va falloir qu'il soit toujours disponible pour que je puisse réaliser mes activités. Donc pourquoi les véhicules mettent 4 mois, 5 mois, 6 mois dans les garages? On a besoin de s'arrêter et de pouvoir donner des informations dessus. Et comme je l'ai dit tantôt, le taux de sinistre. Nous devenons une entreprise avec un taux de sinistralité élevé. On fait la prévention, on va dans les structures, mais aidez-nous, messieurs de la prévention et mesdames de la prévention, à faire la prévention aussi dans la gestion de nos véhicules. Ça, c'est important. On communique aussi pour partager les résultats et les indicateurs clés, parce qu'on a besoin de valoriser les actions de mise en œuvre. Inscrire le processus dans la dynamique d'amélioration continue. On veut faciliter aussi l'adhésion aux réformes et aux projets d'optimisation. On reçoit plusieurs requêtes pour dire attention, ma fonction nécessite un véhicule. On doit pouvoir identifier et faire comprendre à la personne qui demande ou à sa structure quelles sont les missions que le parc auto doit pouvoir faire pour accompagner. Donc, on fait généralement des groupes de travail de sorte à identifier les fonctions que devrait bénéficier le véhicule. Et puis, si demain on dit attention, on a trop de véhicules, comment faire pour rationaliser? Il faudrait que par la communication, tout le monde puisse accepter qu'aujourd'hui j'ai un véhicule, mais demain je ne vais pas avoir de véhicule. Comment faire accepter? On va donner des informations avec les filières de sorte que tout le monde puisse comprendre. Des décisions sont difficiles à faire passer, généralement parce qu'on ne communique pas ou on communique mal. Si bien que la personne à qui le message est adressé n'a pas toujours la parfaite compréhension et ce qui fait naître des insatisfactions. Donc on va expliquer le sens des décisions, ça c'est dans la continuité si les changements arrivent, anticiper les résistances et puis la sécurité de la mise en œuvre des plans d'action. Donc ça, c'est ce pourquoi on peut communiquer aujourd'hui. Je pense qu'au sorti de cette session-là, tout le monde saura comment agir. Voici notre part de droit à la CNPS. À la date d'hier, nous étions à 455 véhicules. Donc, 26 véhicules de top management. Au niveau des véhicules du top management, les frais d'entretien et de réparation sont pris en charge par l'institution. Le bénéficiaire bénéficiera un véhicule de remplacement en cas de panne. Donc, le top management, c'est les membres du staff et les directeurs centraux. Au niveau des véhicules de responsables, chefs de département et managers d'agence, 82 véhicules, 20 médecins et puis 13 auditeurs et assimilés. Dans les assimilés, il y a les responsables coordonnateurs. Ça, c'est des véhicules à contrat. Le véhicule, la révision à la charge de la CNPS, l'assurance à la charge de la CNPS, mais les frais d'entretien permettent aux bénéficiaires de pouvoir assurer la gestion de son véhicule. Au niveau des contrôleurs, c'est une prise en charge aussi à 100%, on a 195 véhicules. Au niveau des véhicules de liaison, les agences habillées comme intérieur, 73 véhicules. Et au niveau du pool, on a 46 véhicules qui sont répartis de la façon suivante. Les véhicules utilitaires, notamment le camion, le fourgon, la bâchée, et puis les véhicules affectés à des structures, notamment la DIF, bienvenue madame la DIF, la DSI, le contrat médical, et puis il y a 4 structures. Et là, c'est une agence. La DRH, c'est l'aspect des assistances sociales. Il y a des véhicules de remplacement, comme je l'ai dit, pour les membres du staff et des directeurs centraux, donc on retient. Et puis, comme les agences sont sensibles, quand une agence a un problème sur un véhicule, on remplace systématiquement son véhicule. Pour ne pas que Mme Souti nous dise attention, le recouvrement n'est pas bon, j'ai eu le retour de délai parce qu'il n'y a pas de véhicule. Donc, systématiquement, quand une agence a un véhicule au garage, on remplace. Donc, on a 450 véhicules personnels. 456, et ajouter les 50 plutôt. D'accord. Au niveau des révisions des véhicules, on vous a donné les données sur les 3 dernières années, 2023, 2024 et 2025.
Ne lisez pas trop les montants, mais moi je n'aime pas trop les chiffres. Si on regarde les montants, nous tous on nous arrache des véhicules ici. Mais bon, on est obligé de vous dire de sorte que tous soyons sensibilisés dessus. On a fait en 2023 937 révisions. En 2024, 746 et puis 867 avec les différents montants que vous voyez. Au niveau des visites techniques, je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui est responsable, ils font eux-mêmes la prise en charge de leurs véhicules. Donc les véhicules qui sont ici pour les visites techniques, c'est les véhicules du full auto et puis pour les membres du full auto, des agences et des membres du top management. Et les contrôleurs aussi. Et les réparations, c'est les réparations de pièces. Avec ces montants-là, il n'y a pas des assurances qui sont prises en compte. Donc tous les travaux de sinistre sont gérés directement par les assurances. Je vous ai dit, quand les montants sont élevés, on fait attention parce qu'on a besoin de rendre compte en termes de gouvernance. Au niveau des pannes récurrentes et des durées moyennes, l'OT est forcément le gère en fait de dépassement. Ce qui est récurrent chez nous, les pneus, les batteries, les plaquettes, les balais de sucre, glace et puis les kits d'employage. Les problèmes de climatisation, on n'en a pas trop. Parce que fort heureusement, notre parc est assez jeune. Les véhicules, quand ils sortent, ils sont autour de 4-5 ans. Et généralement, on n'a pas trop de problèmes. Mais où on a des problèmes, c'est au niveau des sinistres. Et généralement, les sinistres sont pris en charge par les assurances. Et donc, souvent, ils vont nous outiller, ou bien on ne va pas sentir les aspects de malus, bonus, mais on va les ressentir dans les coûts. Mais généralement, quand on a des sinistres, c'est un mois de disponibilité du véhicule. Quand c'est trop compliqué, parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne fait pas de stock, on part jusqu'à 4 mois par an de disponibilité de véhicule. Au niveau des sinistres, je reviens là-dessus. 2023, 24, 25, voici le nombre de sinistres qu'on a, 208. On est toujours de 200, 208, 207, 210. Donc ça veut dire que pour certaines personnes, il y a des indisponibilités de véhicules. Avec toutes les tendances, mais les contrôleurs, on me dit, comme ils sont beaucoup, ils peuvent faire l'activité itinérante, c'est ce qui justifie leur tour. Bon. La prévention doit pouvoir nous mener en aide s'agissant de ces dossiers. Et maintenant, comme vous le savez, on ne met plus à disposition les véhicules qui sont économiquement indépendants. On les cède directement aux assurances. Donc les assurances payent l'épargne des véhicules. Je vous transmets ensuite les montants des assurances. Quand on a les montants des assurances, quand on a les montants des révisions, des visites techniques, quand on a ces taux-là, bon, attention, cette gestion-là, il faudrait qu'on fasse, on regarde bien, parce que ça engrange beaucoup de frais. Le carburant. Voici nos consommations. Nous, on préfère mettre payer à part, payer à part, parce qu'on n'est pas saoulé. Quand on sort là, ça devient trop compliqué. Tout ce qui est post-payé, ce sont les agences et le coût auto. Prépayé, ce sont les bénéficiaires individuels de véhicules. D'accord? Donc, on fait un petit calcul en 2025, on voit ce que ça donne. Mais comme le nombre de véhicules aussi va croissant, c'est sûr que les montants aussi vont s'accroître. Et à ce fichier, on n'a pas inscrit des frais d'entretien de véhicules. On va faire trop de montants, il fait trop de choses. Chaque bénéficiaire de véhicule en carte plate à chaque fois une dotation de réparation de véhicules à hauteur de 150 000 francs. Les chauffeurs. Les chauffeurs, ce sont les vrais représentants de l'image de la CNPS. Mais très souvent, ils ne font pas attention. Ils ne sont pas nos leurs patrons de. Quand les chauffeurs sortent et que j'interviens aussi les agences, leur véhicule a des macarons dessus. C'est l'image de la CNPS qui est projetée. Les chauffeurs ont des tenues. Et maintenant, pour pouvoir faire la différence, on demande que chaque chauffeur ait son véhicule pour pouvoir faire un suivi particulier. Donc, au niveau des chauffeurs, ils ont le véhicule, ils ont la tenue. Je rappelle encore leur tenue. C'est chemise avec cravate, pantalon et souliers, pris en charge par la CNPS. Il n'y a pas encore de veste dessus, à l'exception de certaines fonctions. Grâce, chauffeur de la CNPS, conducteur, comme vous savez, vous avez respecté les dress codes et soumis. On n'a pas encore changé. Si vous pensez qu'on doit changer, vous soumettez
Parce que c'est une identité, c'est une image que vous êtes en train de projeter. Donc attention quand vous ressortez et quand vous êtes en représentation sur vous. Les déplacements généralement se font sur planification, mais on n'arrive pas toujours à bien asseoir la planification parce que les informations ne sont pas disponibles à temps. Et les chauffeurs produisent un rapport à chaque mission. Ils sont censés nous dire tout ce qui se passe dans la mission avec les personnes. Mais quand on confronte les informations, très souvent, ce que celui qui a été accompagné nous donne est différent de ce que le chauffeur dit. Parce que les informations, quand ça arrive bien, ça très souvent, quand ils se sont entendus en Ontario, mais s'ils ont eu des histoires là-bas, bon, on va avoir des informations de arriver. Maintenant, chaque chauffeur doit avoir son permis, j'insiste là. Parce que généralement, ceux qui ont des permis de toute catégorie, le B il est permanent, il reste avec le B et il ne change pas, il ne met pas à jour. Les directeurs d'agence qui nous suivent probablement en ligne ou les pilotes de processus GMM, soyez regardants sur ces différentes dispositions-là, surtout le permis à jour. Ils ont un carnet de bord pour tous les mouvements, mais bon, c'est pas toujours respecté, nous tous on le sait, on essaie de faire avec. Et les chauffeurs sont responsables de la propriété du véhicule. Certains responsables m'appellent pour leur dire qu'on a affecté un véhicule qui n'est pas propre. Si le véhicule n'est pas propre, vous ne montez pas dedans, vous appelez son responsable. Le véhicule doit être toujours propre. Comme je l'ai dit, c'est une représentation. On a le logo là-dessus, donc on va faire attention. Il a aussi, on va nous signaler des pannes et puis le respect des règles d'utilisation. En plus, il doit respecter les dispositions du code de la route, les horaires et les consignes internes de la CNPS. Quand vous êtes en dehors des heures de travail, c'est-à-dire après 17 heures, il faudrait que vous ayez une autorisation de circuler. Si vous n'avez pas une autorisation de circuler, vous sortez après 17 heures de la route. Sauf dans les véhicules de la CNPS des personnes habilitées. J'insiste là-dessus. Je passe, j'ai vu mon voisin, c'est le véhicule de la CNPS, je l'ai pris pour le déposer. Tant qu'il n'y a pas de problème, c'est bon. S'il y a un problème, ça sera tellement compliqué. Donc faisons attention. Ou on se réfère toujours à sa hiérarchie pour avoir moins de soucis. Et puis enfin, l'usage même pour moi, j'ai pris un véhicule, je fais une course personnelle, c'est pas aussi. Donc attention, messieurs les chauffeurs, vos patrons nous le disent des fois, tant qu'il n'y a pas de problème, ça va. Mais quand il y aura des problèmes, c'est là on va chercher qu'est-ce qui s'est passé, qui n'a pas respecté quoi, et puis on prendra les décisions qui s'en suivent. Quand on a fini ça, on nous donne la documentation. Sur les documents, je ne vais pas trop m'attarder parce que je pense que l'heure commence à avancer. Mais la procédure qui est là, je vous invite à dire, surtout les pilotes de processus GMM, c'est la prise en charge de la défaillance d'un véhicule. À quel moment je transmets l'information, par qui je dois transmettre l'information et comment je dois transmettre l'information. La deuxième procédure, c'est l'approvisionnement de mon consommation de carburant. À quelle période je dois transmettre l'information? Comment se fait le remboursement de carburant? Parce que je vous dis, pour la gestion du carburant, il y a beaucoup de débats et il y a beaucoup d'insatisfaction. Au niveau des enregistrements, ça c'est plus pour les pilotes GMM. Donc, au sein de la CNPS, on va tous avoir la même pratique, qu'on soit en agence ou qu'on soit au je ne fume pas, je suis apprenti. Donc, ils ont 15 règles pour le fonctionnement. Remontez juste un peu, et là, chacun doit suivre. Chacun précise qu'il s'engage à respecter ces règles de bon usage énoncées par l'entreprise, par cette conduite responsable. Non, monsieur. Le reste, ils vont lire avec vous. Par cette conduite responsable, respectueuse de la vie humaine, je mène à bien ma mission et je valorise l'image de la CNPS. On le leur rappelle encore. Parce que dans leur mission, ils ont un fort de représentation et ils projettent notre image. Donc ça c'est bon, ça ici, après je te l'écris. Tu peux fermer et on va continuer. Redescendre à qui. Voilà. Les documents spécifiques, après on reviendra dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté? Quand on a fini de faire tout ça, on remarque que nous, à la CNPS, bénéficiaires de véhicules,
On ne respecte pas les révisions périodiques au kilométrage régulier. Généralement, on dit en public. Nous, actuellement, la DSI le sait, notre système digitalisé ne produit pas d'alerte, de sorte que nous, on ait l'information. Et même si le système produisait des alertes, comme c'est moi qui conduis mon véhicule, et que c'est moi qui sais les distances que je parcours, c'est moi celui qui peut dire je suis arrivé à l'échéance pour faire la révision. Donc il est bon qu'on soit regardant pour ne pas dépasser les kilométrages réduits parce que ça engendre encore d'autres problèmes sur le véhicule. L'absence de gestion en bon père de famille. On a par moment des véhicules, quand tu les vois passer, tu dis attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Le véhicule n'est pas propre de l'extérieur comme à l'intérieur, le véhicule est cabossé, vraiment attention. Quand c'est des véhicules sans macaron, on peut laisser passer. Mais quand c'est des véhicules qui ont le macaron, attention, c'est l'image d'un CNPS que nous produisons et que nous. Le déficit de communication lors de la prise en charge des véhicules. J'ai réuni mon véhicule à Philippe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tant que je ne l'appelle pas, je ne suis pas au courant. Quand je l'appelle, il me dit il me répond. Et puis il me répond. Et puis le jour, il répond. 6 mois après, c'est ce qu'il nous fait. C'est ce qu'il nous fait. On dit toujours. Très bien. Donc maintenant, là, il a envie de proposer quelque chose d'autre. La non-maîtrise des délais de prise en charge par les garages. Très souvent, il me dit, comme je n'ai pas la bonne information, je ne sais pas quoi vous dire. On dit, dis-nous au moins que tu attends quelque chose de quelqu'un. Au moins, on est rassuré. On sait que tu as pris notre besoin en compte. La prise en charge des anomalies après les révisions, ça c'est plus pour les agences. Généralement, quand on fait un bon de révision, on peut constater qu'il y a des pièces qui sont défaillantes. Et au constat de la défaillance des pièces, on va faire encore énormément. Moi, je suis venu de Yamoussoukro. Pour Yamoussoukro, il y a des garages. Je viens de Ganoa à Yamoussoukro. Je vais appeler mon patron pour dire attention, il y a des problèmes dessus, j'attends la DPM. La DPM me dit, elle n'a pas encore fait le bon. Je passe une nuit à Yamoussoukro. Une deuxième nuit à Yamoussoukro, je parle de retour. Finalement, mon patron me dit, il faut rentrer. Quand ils seront prêts, tu vas repartir. Vous voyez les dysfonctionnements que ça fait. Sans compter les frais de mission qui vont pouvoir agir sur leur budget. Donc on a besoin de corriger certaines choses à ce niveau. Les visites techniques ne sont pas réalisées parce qu'on ne suit pas. Les sinistres ne sont pas déclarés. Il y a des véhicules avec des macarons où j'ai fait un sinistre et puis je ne dis pas. Parce que j'ai peur qu'on me demande des raisons. Ça, c'est compliqué. L'indisponibilité de pièces de rechange dans les garages, la lenteur des compagnies d'assurance et puis des garages conventionnés. Et pour tout ça, on a besoin de s'améliorer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on a commencé à faire. On va y communiquer, de sorte que tous ayons la bonne information au bon moment. On va répondre au courriel, parce que généralement, tout reproche le fait de ne pas répondre au courriel. On peut dire qu'on a beaucoup de courriels, peut-être, et qu'on fera l'effort de répondre au courriel. On n'a pas d'information sur l'état d'avancement des travaux. Je l'ai dit, ça, on fera en sorte de donner l'information à chaque état. Au niveau des gestionnaires du parc, au niveau des mécaniciens, on fera l'effort de donner ces informations. On va transmettre des requêtes à la DPM par le biais du pilote, s'il vous plaît. Nous sommes plus de 1500 aujourd'hui à l'institution et il y a 360 bénéficiaires de véhicules. Je préfère avoir affaire à 40 personnes qu'à avoir affaire à 360 personnes. C'est difficile. Chaque structure a son pilote. Mettez l'information au pilote qui va saisir la DPS de sorte que ce soit plus fluide et plus rapide en pensant. Ça va nous aider à être un peu rapide. On va renforcer le partenariat avec les garages et les compagnies d'assurance en faisant très souvent ces rencontres périodiques qu'on est ici. Et puis, avec les garages, on a essayé de pouvoir mettre en place des contrats. Mais il est difficile aujourd'hui parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas la possibilité de déterminer le kilométrage parcouru par personne par un véhicule. Parce que personne ne veut nous les mettre à disposition. On avait initié une fiche de relevé kilométrique journalière qui nous a été renseignée par personne. Parce que pour chacun de nous, c'était une charge de travail. Juste avoir des données pour pouvoir avoir des informations ou prendre des décisions assez pertinentes, on n'a pas pu le faire.
Donc on reste encore dans des situations où on constate. Respectons impérativement les vitesses recommandées. Aujourd'hui, toutes les caméras appliquées dans s'est rendu compte que ça fonctionne. Je ne vais même pas vous donner le montant des contraventions qu'on a eues sur la période, mais c'est énorme. Faisons attention, parce que pour des agences, même il y en a qui vont à des contraventions par véhicule à hauteur de 400 000, 500 000. C'est trop peu. Pour une entreprise citoyenne, c'est des données qui restent. Quand ça enregistre, on dit attention, à la caisse, voici les informations qu'ils ont. Attention, c'est des données citoyennes. Transmettre mensuellement les montants des contraventions qu'on va donner à chacun, de sorte à accroître notre responsabilité. Et puis enfin, on va reprendre les formations qu'on avait entamées avec les concessionnaires. On faisait des formations avec les concessionnaires qui nous aidaient à mieux comprendre notre véhicule. Il y avait des temps des personnes en adhérent et à des groupes prévus pour 15-20 personnes. Il y a finalement 5 personnes, voire 7 personnes, pendant que le concessionnaire déploie une équipe spéciale. Si le concessionnaire déploie une équipe spéciale qui a personne, il va dire on arrête. Pourtant, c'est pour nous aider à mieux gérer notre véhicule. On va essayer de reprendre, parce qu'il y a de nouveaux, et puis donnons-nous l'occasion de revenir. D'accord. Pour conclure, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui à la DPM, on va se déléguer. Vous allez constater que très souvent on dit attention, non, la DPM n'est pas là, ça c'est la. On a des matrices de suppléance qui fonctionnent. Mais si vous avez un collaborateur à la DPM qui vous dit, ma responsable des tâches ne pas faire des bureaux replacer ça. Parce que chacun est responsable de ses missions à la DPM et il le savent. On va piloter, parce qu'on va suivre, s'assurer que la délégation fonctionne. Et enfin, on va manager pour qu'on ait une direction qui soit performante en équilibre dans la continuité. C'était ce qu'on avait voulu vous présenter. On va se prêter à vos questions et on souhaiterait être pour vous des partenaires de gestion. Je vous remercie. Merci. Merci madame. Le temps que vous rejoignez, ne vous inquiétez pas, le micro est le vôtre. Le temps que vous rejoignez juste votre place, je vais céder la parole à la première. Je pense qu'il a noté 2 pages, mais doucement. Nous, est-ce qu'on veut poser quelques questions? Donc, on va laisser la parole à la première qui va donc animer, bien entendu. Ok, merci Lola. Merci Madame Touré. Merci pour cette présentation que je vais rappeler de façon succincte. Elle a présenté son organisation, du moins la structure qu'elle dirige, et plus particulièrement la DLM, le département en charge de la logistique de l'entretien des équipements. Partager les éléments de satisfaction relevés par Servier en agence que sont les agents administratifs et la sécurité. Elle a reconnu que nous étions insatisfaits. Elle a reconnu que la communication était insuffisante. Elle nous a fait part de ce que les pratiques que nous avions n'étaient pas forcément les bonnes. Elle a fait un clin d'œil à la nécessité d'avoir une façon de prendre en charge les véhicules à caractère stratégique. Elle a surtout fait cas du nombre élevé de sinistres et de ce que la vidéo-verbalisation était pour nous un élément qui pouvait jouer comme un grand à notre positionnement par rapport à l'esprit citoyen que notre public devait dégager. Je vais vous laisser parce qu'on vous tous des patience pour lui poser des questions. Merci Madame la directrice pour l'exposé et félicitations parce que ça permet de clarifier un certain nombre de points. Toutefois, je souhaiterais que vous reveniez sur un point qui porte sur le calcul du carburant pour l'émission. Alors, je pose cette question parce que de toute façon, avant d'aller en mission, chacun se renseigne sur la distance à parcourir
Il nous arrive de faire des stimulations pour estimer la distance totale à parcourir d'Abidjan, de 2 de mission et retour sur Abidjan. Au point que, quand on reçoit le carburant et que la mission se fait, il arrive qu'il y ait des déficits en telle pleine que le carburant ne suffise pas. Alors, pour plus de clarté, je souhaiterais que la méthode de calcul soit précisée afin que chacun de nous ait une meilleure compréhension et que ensuite on puisse moins se plaindre sur ce sujet. Alors, ma deuxième préoccupation, c'est que j'ai vu dans le texte que vous nous demandiez de nous référer au RGM, pour les requêtes. Je voudrais savoir de quelles requêtes il s'agit, de manière particulière. Est-ce que c'est toutes les requêtes ou bien il y a un type de requête pour lesquelles il faut se référer à ces personnes? Alors, pourquoi je le dis? Parce que s'il s'agit de faire une révision, que j'envoie un mail par exemple à M. Mensa ou à M. Enan, est-ce que pour autant je dois me référer au RGN ou bien voilà, c'est juste pour comprendre le type de requête pour lesquelles il faut se référer à ces personnes. Merci. Vous avez passé en revue un ensemble de choses qui pour nous étaient pratiquement cachées, parce que vous l'avez dit, vous manquez de communication. Le processus manque beaucoup de communication. C'est moi qui accompagne le processus. J'ai eu à plusieurs reprises, et donc je répète ici, on manque de communication. M. Koulibaly a abordé le premier point de ma préoccupation, c'était le calcul de carburant. Le second, c'est le nouveau dispositif de gestion de carburant, Mobility Pay. Un matin, on nous a informé qu'on avait changé le dispositif, sans toutefois nous dire les raisons, sans toutefois nous dire comment il fallait procéder. Quand on arrive à la station, même les complices ne maîtrisent pas le dispositif. On est confronté à beaucoup de situations. Et quand on arrive ici, on a du mal à avoir des informations. On a fait peut-être 2 ou 3 mois. Et après, on nous a dit que le dispositif devrait changer. On a passé presque 1 mois, on va dire 3 semaines, sans carburant. Parce que le système était en train d'être changé, il fallait passer du système électronique à un système de cartes. On ne nous a pas donné d'informations là-dessus et on a subi. Jusque-là, on continue de subir parce que aucune communication. Le samedi dernier, j'étais à la station. C'est quand j'ai fini de payer que j'ai su qu'on avait approvisionné à nouveau la carte électronique. Donc, c'est vraiment une préoccupation en termes de communication. Veuillez améliorer la communication. Merci. J'aimerais savoir quels sont les critères et puis la procédure pour acquérir un véhicule conformé. Merci bien, M. Koulibaly. Je l'avais dit dans mes propos. C'est la question du carburant est une question qui revient toujours. Le calcul de carburant est fonction de la distance à parcourir. En tenant compte de la zone d'Abidjan jusqu'à la zone ici. C'est-à-dire que si je vais à Yamoussoukro, on prend la documentation qui nous donne les différentes distances d'Abidjan à Yamoussoukro. Je crois que c'est autour de 234, quelque chose comme ça. Donc, on prend la puissance du véhicule qui devient pour nous le référent à 100 km. Ça veut dire que quand je suis à 234 km, je fais l'aller-retour, ça fait 468 km. Je considère, si j'ai un véhicule de puissance 11 litres pour ça, que je vais référer à la distance et multiplier par le montant. Et multiplier par le montant du disque si je suis en licence ou bénéficiaire de véhicule. Mais pour la gestion du véhicule, la gestion du carburant spécifiquement, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Il y a la manière de conduire, il y a la distance, et pardon, il y a la vitesse
à laquelle je conduis. Si vous êtes dans une vitesse inférieure à 110 km par heure, vous verrez que vous ne consommerez même pas la dotation de carburant que vous êtes assigné. Mais toutefois que vous allez dépasser les 110 km et plus de 120 km, vous aurez une consommation qui est différente. Si je freine à chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, parce que je vais gérer ma vitesse, agir sur la gestion. Si bien que les discussions dans la gestion de calcul du carburant vont toujours, parce qu'on ne tient pas compte de comment je conduis, à quelle vitesse je conduis. Mais nous, c'est la distance parcourue, la puissance du véhicule qui nous permet d'avoir le volume au 100 km et puis on détermine le montant de votre consommation par rapport à la mission, qui vous est communiqué avant même que vous effectuiez la mission normalement. Vous endossez totalement les dysfonctionnements qui occurrent dans la gestion des missions, parce que, pour ce qui nous regarde, pas quelquefois mission sans les dotations, ça arrive. Et puis, même quelquefois qu'on prend une mission, contrairement à ce qu'on soit conduit par un chauffeur, quand c'est nous, des projets qui sortent au volant, il n'y a pas de dépassement de dotation. Pourtant, on sait bien que quand c'est le chauffeur, on suppose qu'il va se déplacer au sein de la ville. Et donc, il y a un supplément qui est donné. Mais quand c'est le chauffeur, le propriétaire qui est le chauffeur, cette dotation du supplément disparaît. Et je ne comprends pas toujours donc vous donnez même des solutions. Je vous rassure, il n'y a pas de supplément. Pour compléter la question, il n'y a pas de supplément. Là, le calcul est là, et le même pardon, c'est fonction de la distance. Quand il y a des retours de dépassement, quand vous parlez de la question des chauffeurs, ils vont nous expliquer les différentes situations qu'ils ont eu à faire. Parce que par moment, vous allez dans une mission, une vie bien donnée, il peut y avoir des situations nouvelles. Vous donnez des formations à votre responsable hiérarchique qui suit avec le gestionnaire du carburant pour mettre à votre disposition le carburant complémentaire nécessaire. Tout ça, ça leur fout d'informations. Mais sinon, le calcul est le même, qu'on soit chauffeur ou qu'on soit conducteur, il est le même. Parce que chez nous, à la caisse, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on va directement dans nos agences. À l'exception des contrôleurs qui, eux, vont dans une ville et vont faire des contrôles. Et eux, ces contrôles-là sont supportés par la dotation de carburant mensuel qu'ils ont dans le cadre de leur activité de contrôle. Le risque qu'on peut d'aller en mission sans avoir forcément la dotation. En fait, généralement, le service ici, on est toujours en train de courir même sur les ordres de mission. Et il y a des fois où vous avez une mission qui est prévue pour aujourd'hui, et c'est le matin là que vous avez l'ordre de mission. Nous, quand on reçoit l'ordre de mission, on prend les dispositions aussi pour calculer le carburant. Si c'est un particulier, il faudrait qu'on se déplace pour aller faire l'approvisionnement de carburant. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus toujours le terminal qui nous permettait d'alimenter directement. Donc, on est obligé d'aller dans une station pour faire l'approvisionnement de carburant sur la carte bénéficiaire. Si bien que par moment, c'est pendant que vous êtes dans la mission, c'est qui même est normal, c'est pendant que vous êtes dans la mission que vous avez la dotation de carburant qui est postée sur votre carte de carburant. Qui est dotée de carburant qui pouvait être utilisé pour faire face à ce genre de situation. C'est le déplacement, comme je dis. La personne se déplace pour faire l'approvisionnement. Pourtant, si vous avez la mission qui est prévue le matin et que nous, on reçoit l'ordre de mission le matin, c'est maintenant qu'on va faire le calcul. Donc, pendant que vous êtes en train de partir, même peut-être. Mais pour les chauffeurs, par moment, quand ça prend, ils s'en amènent sur le WhatsApp. On comprend les dispositions de sorte à ce que la dotation soit mise à disposition pendant que ça va. Et comme c'est un système digitalisé, il peut y avoir aussi le fait que quand vous allez faire l'approvisionnement, il y a un souci de réseau. Donc tous ces facteurs-là peuvent vraiment impacter la mise à disposition du carburant. D'accord, c'est pour les plus clair. La deuxième question était après au requête, ou du moins au requête qu'on pouvait faire. En tout cas, j'ai eu le sentiment qui demandait comment est-ce qu'on formule les requêtes, à qui on les formule. Donc, il faut Monsieur le Président, le bilan GRM, c'est le référent de la DPM au sein de votre structure. Donc chez vous, à la prévention, c'est l'assistant du directeur de la prévention.
Et cette dernière-là, elle a retour d'informations, parce que j'ai en fait par moment des rencontres ensemble. Donc elle connaît les différents fonctionnements de chez nous. Vous avez peut-être chez vous, je prends une cinquantaine de personnes qui, chacune d'elles va faire un mail aux mêmes personnes, peut avoir des omissions. Pourtant, quand elles centralisent et qu'elles amènent, et qu'après l'information lui est portée, le risque d'omettre une personne pour la révision devient faible. Dans toutes les agences, on a des référents, toutes les agences et toutes les structures centrales. Quand ces personnes-là nous font le retour, c'est plus simple à gérer. Comme je l'ai dit, il est facile de traiter avec 40 personnes que de traiter avec plus de 1000 personnes. Mais toutes les requêtes devront être portées à l'attention de ces personnes-là qui vont nous faire le retour. Dès que la prise en charge est faite, elles sont censées aussi nous faire le retour par rapport à la prise en charge. C'est vraiment ce canal-là qu'on veut pour fluidifier la gestion des réclamations. Parce que, M. Kaïra l'a dit, on ne communique pas assez. Parce que par moment, quand tu rentres au bureau, quand tu parles en même temps, sans regarder la vie. Pendant que tes activités sont là. Donc, gérer le courriel, gérer les activités, il y a par moment des priorisations qui te décident quand même de faire. Si bien qu'on peut vous mettre certaines informations. Si vous remarquez très bien, toutes les réponses à vos mails se font très souvent les soirs. Je peux vous assurer, avec le concours des ressources qui sont là, qui font le travail, qu'on fera l'effort de pouvoir donner satisfaction. Et je passe à la deuxième sélection. Et tu comprends, les personnes qui réalisent ces activités-là sont là, peut-être qu'elles ont quelque chose à ajouter. Valérie et Cheikh, vous avez quelque chose à ajouter? C'est bon? Merci. Ok, c'est bon. Monsieur Kwaku a bien noté que vous étiez insuffisamment communicant. Vous-même, vous l'avez. Nous tous on l'a noté. On a échangé de cela avec M. Yukri. Maintenant, pour ce qui concerne ce problème avec mobilité, le vendredi dernier, on avait la fête là-bas de remerciement et de présentation de vœux au DG. Et puis, on fait un petit calcul. Je mets mon carburant, alors qu'on va finir plus tard. J'ai envie de sortir un peu avec mes amis. Bon, 20 minutes, j'ai mis carburant 20 minutes. Seigneur, on fait en sorte que le carburant soit payé. Et quand je suis arrivé à la station, je ma prière, alléluia, le carburant est là, après 3 semaines. Mais en temps, on a fini d'utiliser notre argent. C'est une situation qui est très, très, très désagréable. Et j'accompagne M. Kwaku Kaïra en posant la question et en demandant, in fine, quelque chose de plus haut, de plus clair, du moins de moins opaque, pour ce qui concerne la dotation en carburant par mobilité. D'autant plus que désormais, on n'aura pas la possibilité de récupérer cet argent qu'on a dépensé. Ce qu'on va faire, je vais commencer, et M. Nouri, Maxime et Zouzou, très bien, vont conclure. Nous avons reçu une information de Total, notre partenaire dans la fourniture du carburant, en juillet août, qu'il passait du système manuel à un système digital. Donc moi, la CNT est aussi en bas de digitalisation, donc on n'a pas toutes les structures dans ce système digitalisation. Il n'a pas été question de demander l'avis des structures avec lesquelles Total travaille. Ce que Total nous a dit. Ils vont faire un test avec plusieurs structures de la place. Donc pour eux, leur solution était éprouvée et approuvée. Si ils ont décidé de la généraliser. Nous, à compter du mois de septembre, on a eu les premières tendances avec Mobility. Et là, on a commencé à enregistrer les dysfonctionnements. Avant Mobility, la fourniture du carburant se faisait au plus tard le 25 du mois. Sinon autour des 20, mais en tout cas entre le 20 et le 25. Quand nous maintenant, on a les données, les chèques de la comptabilité pour pouvoir payer, on se rend compte que dans un système, il y a plusieurs difficultés. Nous vous le dirons, par moment le système est planté, le système ne marche pas, ou comme tout le monde peut-être au même moment, rien ne marche. Depuis 3 mois, on essaie avec Total de pouvoir trouver des solutions qui vont permettre d'améliorer. Mais bon, on t'attend encore.
Si bien que eux, ils ont décidé d'accompagner Mobility par des cartes maintenant. Avec ces cartes-là, on pense qu'on aura satisfaction. Au niveau de cette gestion aussi de Mobility, les différentes stations même derrière ça. Parce que souvent, on ne sait pas que le système ne marche pas, mais la station ne veut même pas travailler avec ce nouveau système. Mais nous, on nous dit c'est ce qu'il faut maintenant. On ne fait qu'appliquer ce qui a été. Donc on remonte au fur et à mesure des dysfonctionnements. On espère qu'avec la carte, ça va bien se passer et qu'on aura moins de problèmes où on va les corriger. Ok, merci madame. Déjà, ce que madame vient de dire, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai que nous ne comprenons pas, mais il nous assure que c'est comme ça que nous ne comprenons pas. Ce qui fait que c'est difficile, c'est quelque chose que quelqu'un ne comprend pas. Tantôt, on nous dit donc demain, vous aurez des grosses informations. Et je suis rassuré que non, demain, les bénéficiaires de la grosse. Et c'est le jour où on constate que nous avons vraiment la population s'est en train de faire pour que ça, les mois qui viennent, les plus c'est on peut communiquer la solution pour qu'on puisse appliquer. C'est demain, on va me dire, le chat ça vient, et puis après demain, c'est pas ce que tu as ça. Pour le moment, tu connaissais avec tout ça, et je vous dis que chaque mois, par le mois, tu vas avoir 2 000 enfants. Et à quel point c'est caché, il devait prendre pour le téléphone, donc on est obligé d'être là-bas. Et puis on dit que c'est pour s'élever, mais imaginez comment on arrive là-bas, le nom du ciel de la. Et même quand tu vas encore les associations des institutions, l'accueil qui est censé vous appeler pour dire que tu es présent, les voix, l'accueil qui demande que les appeler. Quelqu'un qui ne voit pas. Donc c'est tout ça que c'est vraiment de résoudre. Et on pense que les choses sont en train d'évoluer. Parce que la première temps, c'était un Mobility Pays. C'est pour ça que la structure que vous faisiez, Mobility Pays, 4, il y avait un autre élément que vous toujours appelez. Et les 4, il n'était pas une question de prendre les 4 parce qu'il fallait cibler les 4. Pour combien d'utilisateurs en Côte d'Ivoire? Et nous, on dit Mobility Pays, ça allait plus vite parce que à partir du numéro portable, on fait l'approvisionnement. Donc, on a pris une Mobility Pays pour aller plus vite. Aujourd'hui, on a pris les limites de Mobility Pays. Et comme il y a une deuxième solution, les 4, on a même demandé les 4, les 304. Mais en 3 mois, en 2016, vous dites le temps qu'ils prennent de tirer les 4, imaginez des transporteurs. Vraiment, c'est pas facile. En tout cas, on essaie. Et je pense que les mois à venir, tout va rentrer dans notre. Merci. Ce que M. Obi a dit, quand la solution était mise en place en septembre, il n'avait pas de cas disponible. Donc, pour la continuité de nos activités, en termes de fourniture de carburant, nous ont proposé la solution Mobility Pay, qui est l'application, comme moyen de paiement pour le carburant. Et là, il y a eu, comme M. Obi l'a dit aussi, un souci au niveau de l'approvisionnement. Comme c'est un système qui a été mis en place par eux, qui n'est pas encore utilisé par eux, donc on ne peut pas communiquer des informations qui ne sont pas vraies. Mais là, avec les retours qu'on a de Total, on pense bien que d'ici quelques mois, tout va entrer avec la carte comme moyen de paiement. Tu as tous les outils de connexion. Et pour les personnes qui sont sceptiques en station, disant qu'ils ont le téléphone en station, ce n'est pas conseillé. Tous ces outils-là sont faits. Le temps pour terminer, M. Kaira, c'est encore en balotage avec Total. Mais d'ici quelques mois, on va rentrer dans notre délai, c'est le PC pour moi. Madame Touré, c'est que l'offre a fait de qualité gratuite, il faut maîtriser le salaire. Donc en réalité, on devait faire peut-être des tests avec un petit échantillon. On s'est trouvé là, comme ça, le bec dans l'eau, des bonnes situations très très intéressantes. Plus opaques que jamais. Mais on accepte qu'on ne peut pas continuer, donc on va continuer à poser des questions à Mme à la suite de M. Kaïra, il y a à nous, c'est Mme Niaoué qui a voulu savoir quels sont les critères, quels étaient les critères pour accueillir un véhicule de forme. Critères et procédures. Critères et procédures, voilà. Et avant de venir ici, pendant notre séance de travail, c'était une des questions qu'on m'avait posées que je vous ai balancées.
Quand il y a beaucoup de jeunes ici, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui est influent des jeudis de la COP, mais qui n'est pas là, parce qu'il n'a trouvé aucun intérêt ici, d'autant plus qu'il n'a pas de voiture. Il dit, mais même pour avoir les voitures réformées là, on dit qu'il faut être vieux. Pour les véhicules réformés, il faut dire que tout agent de la CNR est éligible aux véhicules réformés, à l'exception des top malades, ceux qui bénéficient déjà des véhicules de les top malades, des contrôleurs, tous ceux qui bénéficient des véhicules de l'institution ne sont pas éligibles aux véhicules réformés. Ensuite, il y a une commission qui est en place qui statue avec des critères bien définis. Le critère de cette année peut dépendre des critères de l'année prochaine, en fonction de la commission qui est autonome. Mais déjà, elle prend en compte, en fonction des demandes, vous voyez que généralement, les véhicules réformés, ils sont pratiquement peut-être 5, 4, 6 véhicules, ou peut-être 500 ou 600 demandes. Vous voyez? Et donc, là, quand la commission se réunit, elle décide par exemple, bon, on regarde, on prend d'abord les gens, si par exemple c'est 6 véhicules, je donne un exemple, si c'est 6 véhicules qui doivent sortir, par exemple, ils sont bien à trouver, on dit bon, on a trouvé 3 véhicules pour femmes, 3 véhicules aux hommes. Déjà, ça c'est le premier critère que dans la solution de véhicules. Ensuite, elle peut dire, ok, en fonction des demandes, la pertinence, c'est quoi? On regarde peut-être l'ancienneté des demandeurs. C'est aussi un critère. Ils peuvent dire, par exemple, bon, on regarde l'ancienneté des demandeurs, voir quels sont les plus anciens. Est-ce que cette personne qui a demandé a déjà bénéficié d'un véhicule? Si oui, elle est déjà éligible. Donc, il y a un certain nombre de critères que la commission elle-même établit pour l'attribution des véhicules. Mais il faut dire aussi que on regarde aussi la pertinence de l'activité de l'état de santé de la personne qui demande le véhicule. Ça peut être un critère. On peut dire pour cette personne, en fonction de sa mobilité, en fonction de son âge, peut-être besoin d'un véhicule que guérir, par exemple, par rapport peut-être à l'état de santé. Donc vous voyez que c'est la fonction. Il y a des critères qui sont définis en fonction des gens. Et puis il y a d'autres éléments, d'autres paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. Ce qui fait que vous pouvez faire votre demande et avoir un véhicule cette année, ce que je souhaite. Faut bien, c'est ça. Mais il faut que les conditions de transmettre ici la question de façon très claire et précise. Est-ce que dans la démarche de la CNP, de la DPM, il est inscrit à moyen ou long terme l'objectif de mettre à disposition d'un plus grand nombre de personnes, de véhicules. Est-ce que, pour répondre à la question de mon ami qui ne pas citer, il a envisagé une mise à disposition des managers de section et des managers de service des véhicules à moyen ou long terme? Je vais parler sur le problème de Zébé, qui a un projet en étude. Pour là, on s'arrête au chef, au manager des départements maintenant, pour les fonctions, et des fonctions de service ou de section spécifiques. Ça requiert l'approbation préalable de la direction générale. Sinon, les fonctions bénéficiaires de véhicules, c'est PCA, direction générale, DGA, jusqu'au chef du département. En plus des fonctions spécifiques telles les contrôleurs, les responsables coordonnateurs qualité des auditeurs, du fait de leur activité. Donc, vous pouvez dire à votre ami que pour l'heure, les chefs de service, les chefs de section sont pas encore d'accueil. Ok, c'est bien noté. Et on va commencer toute cette série de questions et puis je pense que le temps avançant, on va peut-être s'arrêter là. Et j'aimerais déjà moi-même commencer cette deuxième série de questions. Vous me le permettez, je n'ai pas posé de questions à la première série. Ce que je voudrais, c'est que vous nous partagiez, toujours au titre de la communication,
la valeur ajoutée d'un tel dispositif. Avant, chacun prenait sa voiture pour la mission. Aujourd'hui, on peut dire vous avez 5 places, à la limite, vous pouvez partir à 4. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire ce qu'on a gagné? Voilà. Ça, c'était la première question. La deuxième question, vous avez fait état de ce qu'il y ait des services qui ne soient pas déclarés. Puis évidemment, il y a des services qui ne sont pas déclarés. Ma voiture, je vous parle, je suis allé à Toulon. Et j'ai pris ce que je ne connaissais pas. Il y avait un gros caillou comme ça qui m'a arraché le pare-choc avant. Je n'ai pas déclaré le service. Si je savais que j'ai donné ma voiture, c'est dans 6 mois, il faut la déclarer. Je suis allé voir mon mécanicien, il a poussé. Et puis il a mis le pare-choc qui était sorti. En réalité, on ne vous déclare pas certainement parce qu'on n'a pas envie de pouvoir bloquer notre véhicule. Et comme on sait que, comme la mobilité, ça aussi c'est un peu opaque, on veut voir un peu dedans. Il faut que vous nous disiez, vous nous assurez que les prestataires, ceux qui sont chargés de mener de bout en bout la prise en charge, le feraient dirigeable pour que nous soyons à l'aise, qu'on soit moins préoccupés. Donc c'était les deux questions que je voulais poser. Maintenant, à la suite, les questions qui nous avaient été demandées dans le temps. À la suite, qui voudrait poser une question? Une question qui a été posée dans la première série concernant les dotations de carburant. Et puis faire aussi une suggestion. Alors, est-ce qu'il serait possible d'avoir un moyen de paiement multiplateforme? Parce qu'aujourd'hui, on aurait dit qu'on est marié à Total. Je crois savoir que, par exemple, chez Chèque, il y a plusieurs moyens de paiement, notamment avec tout ce qui est mobile money. Donc, pour éviter qu'on soit coincé avec Total pour le problème de technologie ou de gestion du quotidien, est-ce qu'on n'envisagerait pas d'avoir un autre prestataire ou bien un moyen de paiement qui nous permettrait de, je veux dire, de s'approvisionner dans toutes les stations, ou au moins dans 2 ou 3. Parce que là, on est coincé avec Total. Si sur ton chemin, tu n'as pas de station Total, c'est clair que ça pose un désagrément. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter l'approvisionnement de toutes les stations? Moi, c'est juste une contribution. D'entrée de jeu, on nous a fait savoir que c'est vrai, on a des procédures, mais les gens ne lisent pas les procédures. Et effectivement, si les gens ne lisent pas les procédures, ça va être très difficile de connaître un certain nombre de choses et puis de les appliquer. Et donc, j'étais en train de réfléchir, c'est vrai que ma directrice n'est pas là, mais il y a aussi cette manière de pouvoir transcrire les procédures test en procédure totalement audio. Puisque nous sommes dans un environnement Microsoft, avec copilote audio et avec des outils, on peut totalement transcrire une procédure en audio avec la validation des étapes. Et je pense qu'avec la DSI, on peut expérimenter cela. Et la personne qui n'a pas vraiment envie de lire mon test peut écouter juste l'audio sur son ordinateur ou bien sur Android. C'est faisable. On a des applications qui le font. On a aussi vu même ailleurs. Donc ça, c'était une préoccupation. Enfin, une contribution. La deuxième contribution, c'est le matériel réformé. C'est vrai que quand vous utilisez un ordinateur, parfois, un ordinateur qui date peut-être de 50-10 ans, quand on a Windows 10 ou 11 maintenant, si vous installez Windows 10 ou 11 sur la machine, c'est pas sûr que la machine là va démarrer. Déjà même qu'elle a perdu assez de temps. Et donc, avec quelques collaborateurs, moi à mon niveau, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On se dit, la plupart des utilisateurs utilisent Google. Vous êtes sur votre téléphone Android, vous regardez Word, Excel et n'importe quoi. Et au lieu d'utiliser soit Windows sur votre ordinateur réformé qui ne pourra même pas démarrer avec Windows 7, 8 et même 11, vous remplacez tellement le système par ce qu'on appelle le Google, le Chrome OS. Le Chrome OS qui est un système qui s'apparente à tout ce qui fonctionne sur Android. Du coup,
ce vieux ordinateur qu'on n'arrive pas à démarrer devient 10 à 20 fois plus puissant qu'un ordinateur normal. Donc ça, c'est des choses comme ça qui peuvent être... Voilà. Pour votre présentation, j'ai deux questions. La première question concerne, je voulais savoir, est-ce que vous aviez une liste de pattes qui soit à la charge de l'utilisateur ou de l'employeur? Donc je donne un exemple comme ça. Si on a une défaillance au niveau du moteur, est-ce que c'est l'utilisateur qui doit prendre en charge, parce que vous aviez dit que l'entretien du véhicule est à la charge de l'utilisateur, ou c'est plutôt l'employeur? Ma deuxième question est de savoir, est-ce que vous aviez un outil un peu comme un workflow pour pouvoir collecter tout ce qui est besoin, réclamation, et vous n'aviez pas derrière un suivi? Comme ça, on peut au moins, à partir de l'outil, voir l'état d'avancement de traitement des requêtes. Merci. Je suis Mouzadi Mariam, responsable coordonnatrice qualité. Avons-nous éventuellement une autre question dans le public? Je pense non. La dernière question dans le public à la communication. Nous pouvons poser notre question. Très bien. Notre question va porter sur l'urgence que peut représenter bien des fois la communication. Madame sait que souvent, nous savons planifier, programmer des événements puisque nous faisons des mémos, que ça passe, on connaît les dates. Et puis il y a des fois des événements qui sont hors de notre contrôle, qui nous tombent dessus. Il peut y avoir un événement, il est arrivé même très récemment, que le DG se soit retrouvé à la CGCI. On nous a averti seulement la veille qu'il allait là-bas à 8 h du matin le lendemain. Bon, on sait que c'est vers 10 h que ça va démarrer, mais toujours est-il que le délai pour demander un véhicule, c'est 72 heures. 48. Toujours est-il qu'on est déjà hors délai. On est averti nous-mêmes la veille à 16 h pour le lendemain 8 h. Est-ce que, à ce moment-là, je sais que peut-être d'autres ont ce problème, mais la communication c'est beaucoup plus récurrent. Il nous arrive d'avoir besoin de véhicules, les véhicules ne sont pas disponibles, on n'est pas dans la bonne tranche de demande, etc. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'avoir peut-être une séance de travail pour savoir si, pour les besoins de communication, parce que la communication n'a pas de véhicule de pool, chez nous on n'en a pas. Donc est-ce qu'à ce moment-là, on peut avoir une séance ou alors une option urgence pour déclencher vraiment ce processus d'urgence-là? Donc voilà, c'est notre question. Ok, merci Lala. Donc, rapidement, on a entouré au dispositif de dotation de cadre. On commence par le covoiturage, cette question d'abord. Ah, je connais Philippe par moi. Ok, d'accord. Le covoiturage, valeur. Merci Minette, merci à tous. Le covoiturage, on va noter que c'est d'abord une pratique de gestion. Vous savez, généralement, ça se fait pour des séminaires. Nous sommes 10 personnes qui avons des séminaires. Nous venons avec 10 véhicules. Il y a déjà une image en projet. On part tous dans la même direction. Ça permet de créer un climat de travail concret, mais aussi de fraternité, et de mieux être avec son collègue ou sa collègue. Si vous voyez, généralement, quand on fait le covoiturage, on le fait avec les personnes de même niveau. Et mieux, à la caisse, on connaît déjà les affinités. Parce que quand on voit 2 ou 3 personnes ensemble, qui gèrent ensemble, on fait l'effort de mettre ces personnes ensemble. Si bien que tout l'effort est de covoiturage, qu'il n'y a pas trop de retour. Mais on constate des désagréments par moment sur les retours. Parce que quand vous faites un séminaire, par exemple, tu as un séminaire sous pro, et généralement les séminaires, on définit les vendredis de samedi, certaines personnes souhaiteraient rester là-bas faire le week-end déjà avec les familles. Mais ça, c'est des informations qui, si elles nous sont communiquées dans des délais, on peut voir ce qui est faisable. Parce que ce n'est pas tout le monde qui reste, on doit pouvoir gérer les choses. Le covoiturage, qui marche très bien, on doit communiquer. C'est vrai que nous, on ne sait pas communiquer, on ne communique pas beaucoup. Mais on se rend compte aussi qu'en face de nous, nos différents partenaires aussi ne communiquent pas beaucoup.
Nous sommes une structure support. On doit être toujours avec vous. Je vous ai dit, le gage qu'on prend pour cette année, c'est d'aider chacune des structures à comprendre notre fonctionnement et ensemble à voir comment on peut s'aider mutuellement à améliorer nos différentes prestations. Donc les gestions de covoiturage, elles vont continuer de se faire, mais on va échanger pour améliorer ou corriger ce qui peut être corrigé. Si vous me dites à votre retour, vous ne viendrez pas, je vois s'il y a quelqu'un qui peut venir, ou on peut dépêcher un véhicule du coup pour récupérer les personnes qui viennent. Mais ça nécessite la communication. Mais avant même toute fois, pendant la mission, la personne qui est partie avec 3 autres personnes est en train de lire quelquefois le chauffeur, et quand c'est 3 pour les courses, on a déjà vu tout ça. Quelqu'un veut prendre quelque chose à l'hôpital, vous faites une course au restaurant. Quand vous êtes disponible, la personne prend un moyen privé pour aller, alors qu'elle est en mission, et s'il y avait un covoiturage, ou si on avait une solution isolée, la personne aurait été prise en charge. C'est surtout évident pour ceux qui sont peut-être qui conduisent la mission. Je suis en train de m'épouser, et Kaira, avec qui je suis parti, peut certainement aller manger, mais comme je ne suis pas disponible, à moins que je puisse lui donner ma voiture pour ça, est-ce que vous savez, généralement, toutes les décisions ne sont pas obligatoirement parfaites à 100%. Mais on sait pouvoir se donner les moyens de pouvoir réduire au mieux les insatisfactions. Ce qu'on constate dans la CNPS, on est dans un esprit de famille. Et généralement, quand on va à des séminaires, c'est dans des endroits où il y a peut-être une agence à côté, il y a peut-être des agences qu'on connaît. Donc, on peut demander à l'agence, attention, j'ai besoin d'un véhicule, faites une course, vous mettez à disposition un chauffeur. Il y a vraiment des situations qu'on peut gérer, pas de façon officielle, mais de façon informelle, de sorte à donner satisfaction à toutes les parties. Sinon, retenez que le covoiturage, c'est une bonne pratique de gestion qui nécessite des réajustements autant que faire se peut, mais avec une communication assez poussée pour pouvoir atteindre cette satisfaction. S'agissant des problèmes de sinistre, je pense que Bénat va revenir là-dessus. Aujourd'hui, si vous voyez dans tous les pays, et depuis la Covid, vous ne verrez plus d'entreprises qui font des stocks. Et c'est la même chose pour les garages. Nous, on travaille à 90% avec les concessionnaires pour éviter des problèmes. Un mécanicien a voulu rattraper quelque chose, il a agi même sur la structure, rien du véhicule qui cause des problèmes après. Donc nous, comme on veut partager certaines responsabilités avec les concessionnaires, ils ont la charge de nos véhicules. Ils font l'entretien, ils font la réparation. Et quand il y a des problèmes de renouvellement de pièces, ça met assez de temps, ça on peut le dire. Parce que c'est quand ils vont constater l'anomalie qu'ils vont passer commande de la pièce. La maîtrise des délais. Aujourd'hui, on ne s'est pas dit qu'on peut maîtriser. Donc on essaie de gérer avec eux. On a dit tout à l'heure, on va se rapprocher de sorte qu'au contact, on puisse avoir au moins des traitements privilégiés. Traitements privilégiés qui disent qu'on a, mais qu'on ne le perçoit pas toujours dans nos résultats. Donc je pense qu'il va essayer d'améliorer. Et là, tu peux compléter ces données. Merci. Quand vous envoyez un véhicule sur Ali, au dehors, Ali ne travaille pas selon les règles. Et ça peut endommager toute pièce. Tout à l'heure, vous avez dit que les délais sont longs. Oui, les délais sont longs parce que la procédure des sinistres est longue. Parce que d'abord, dans les premiers temps, quand vous faites une déclaration, il faut déposer au niveau de l'assurance pour la prise en charge. Et l'assurance, ce sont 12 heures pour répondre. Et quand on a le point de sommation et le point de prise en charge, il faut voir l'expert qui est chargé de suivre le véhicule. L'expert a 48 heures pour pouvoir regarder le véhicule qui est donné le bon de réparation. La classe qu'on dépose au garage, avec le bon de réparation, l'expert va demander un devis qui va analyser. Donc, tout ça, ça fait le délai de délai. Mais ce que nous, on a l'habitude de faire, si le sinistre n'est pas grave, on essaie de commenter un peu pendant la procédure
comment on retourne le véhicule sur l'utilisateur. Il utilise le véhicule, le temps qu'on utilise avec la procédure, validation de débit, traitement et de commander. Donc n'ayez pas peur du carré de silence. On a très travaillé dessus pour réduire les délais. Merci. Voiture passer sur le conducteur de non, on vous interpelle parce que vous avez présenté une situation d'accident qui était assez critique quand même. Donc, ménageons nos véhicules. On avait demandé s'il y avait d'autres dispositifs de dotation de carburant, notamment les nouvelles. Merci Clément. Aujourd'hui, on a deux opérateurs. On est avec Petro Ivoire et Total. Le problème avec Petro Ivoire, c'est que la couverture n'est pas sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas beaucoup de structuration. Sinon, aujourd'hui, pour les agences, quand l'agence est dans une zone où le représentant Petro Ivoire est là, on est présent. On avait aussi dans notre part Shell. Mais Nouvelle n'est pas là. On a connu tellement de désagréments avec Shell, si bien qu'aujourd'hui, on a des cartes même qui ne sont pas utilisées. Ça, c'est depuis le temps de Madame Messa. On a recherché sur la place. Aujourd'hui, celui qui arrive va nous donner satisfaction. C'est total. Mais nous, si un utilisateur nous dit que lui, il veut avoir la carte Shell, ça ne fait pas. Même les réglages, c'est différent parce que c'est sur la base des informations qu'on a qu'on privilégie certaines personnes. Sinon, on va pas mettre qu'on avait Total, Shell et après Petro Ivoire et tout. Donc, quand les désagréments avec Shell étaient forts, on a rompu la relation avec Shell. Donc, aujourd'hui, il reste Total et Petro Ivoire. Mais comme je le dis, si un bénéficiaire pense que lui, Shell dans sa zone, c'est courant, ça ne nous gêne pas. La même chose, s'il pense que Petro Ivoire aussi, ça ne nous gêne pas. C'est juste en effet qu'on fait une comparaison dans ce sens-là. On va donner une information de façon précise. Sinon, soyez donc rassurez-vous, on n'est pas marié, on essaie aussi de faire de donner satisfaction aux bénéficiaires et utilisateurs de véhicules. Ok. Monsieur, il y a fait des propositions donc, que vous avez accueillies. Et puis, à la suite, il y a eu Maria qui a demandé comment se faisait la prise en charge de certaines pannes de moteur, par exemple. Voilà, et quels étaient les outils de suivi. Ben, moi, je tenais à dire merci à M. Yaki. Je suis content que ce soit lui qui fasse ces observations, parce que c'est lui qui va les réguler. Nous, en tout cas, c'est intéressant pour nous. On peut même faire des films, des étapes de films, de sorte à permettre aux personnes de pouvoir intégrer. Parce que quoi qu'on dise, quand tout est écrit, on n'a vraiment pas envie de venir. Et c'est tellement de choses à pouvoir intégrer. On a la procédure des achats, on a la procédure des sinistres, la location de carburant. Il y a d'autres fonctions aussi que des procédures. Donc si on peut essayer de trouver des mécanismes qui s'adaptent à la cible, on pense que ça sera bienvenu. Donc merci déjà et puis on sait pouvoir compter sur vous pour mettre ça en application. Ok. La prise en charge de certaines pannes. Ben, je vais passer la parole à Yann en disant d'abord que nos véhicules ont des garanties concessionnaires. Généralement, c'est 3 ans. Et fonction du type de panne, il y a des pannes qui sont prises en charge directement par le concessionnaire. Et puis, il y a des pannes qui sont prises en charge par l'assurance aussi. Il y a des pannes qui sont prises en charge par l'assurance avant même que l'utilisateur ne fasse la prise en charge. Merci, madame. J'apporte dans le même sens que madame. La prise en charge des pannes dépend des pièces. Les pièces du juge ne sont pas prises en charge par la garantie. Hormis les pièces comme le moteur, la barre de vitesse et autres, ces pièces-là sont prises par la garantie. Et la garantie, c'est 3 ans, 100 km. À partir de la première année, si vous avez un problème sur le moteur, vous nous avisez, nous envoyons le véhicule sur le concessionnaire et on traite la panne de question sur la carte. Dans la garantie des moteurs de boîte, c'est 3 ans, 100 000. Voilà ce que vous voulez ajouter.
Voilà, c'est un peu plus clair. Donc, ménagez vos voitures. Elle avait demandé également quels étaient les outils de suivi. Oui, c'est ça. Pour les réclamations. Au niveau de notre système aujourd'hui, on n'est pas encore digitalisé. Donc les réclamations, c'est par écrit. Vous faites une requête par requête de votre GRF. On traite la requête de façon manuelle. On a un système geste auto qui donne l'information sur le véhicule, les mouvements qu'on fait sur le véhicule. À part ça, toutes les autres informations viennent de façon manuelle et on se donne les moyens de traiter. Je crois que la DSI a en charge de digitaliser plus de nos activités pour pouvoir les gérer de façon plus simple et rapide. Ok. Et puis enfin, question de l'ANA. Est-ce qu'il y a une d'urgence pour des demandes d'urgence? Voilà. Je vais passer la parole à Chef Michel, donc, parce que c'est lui qui sait mieux gérer ça. Je dirais qu'en fonction de nos disponibilités, même si nous recevons la requête, dans la minute du suivi, on peut traiter la requête. Mais il arrive par moment aussi que nous n'avons pas de disponibilité. Mais quand même, il arrive des fois qu'on va jusqu'à faire conduire certains agents qui ne sont pas chauffeurs, qui sont à pouvoir donner satisfaction. Donc on peut recevoir hors délai et se ménager quand même pour pouvoir vous satisfaire. Voilà. Et puis aussi, il faut noter, hein, à la CNPS, pratiquement pour tout le monde, il y a des urgences à tout moment. Tout le monde fait savoir que c'est urgent, alors que tout n'est pas urgent. Mais quand même, tant qu'il y a des disponibilités, on essaie de satisfaire la requête. On pense sur le monde de pouvoir donner satisfaction tant qu'on peut. Et par moment, même il arrive des fois on sollicite même des structures, des agences, de sorte à pouvoir donner satisfaction. Pourvu que la requête vienne dans un temps qui puisse nous permettre de la traiter. Par moment, on connaît des problèmes de mécontentement. Il y a des structures qui disent je vous ai fait un mail, je ne sais pas. Nous, on a des téléphones. Et quand c'est pour des activités en dehors du travail, on arrive à s'appeler sur le téléphone portable. Mais quand c'est des activités de travail, on ne s'appelle pas sur le téléphone portable. On attend, on dit on a ramené une requête. Mais par moment, on a besoin de montrer une urgence. Je fais le courriel, j'appelle la personne qui est en charge, que je connais, pour lui dire attention, j'ai une urgence. Je pense qu'on sait pouvoir gérer ces gens de cas. On a dit qu'il y a des structures qui ont des besoins assez pressants, c'est notamment la direction juridique, la direction de la communication. Je pense que c'est les deux structures actuellement qui sont assez, où on n'arrive pas à donner totalement satisfaction, mais on pense qu'on va mettre des dispositions et dispositifs en place pour pouvoir améliorer le rendu par rapport à notre besoin. Voilà, avant de passer le micro à Lala, j'aimerais vraiment que on dise merci à Mme Touré. Parce que le jeu auquel on vient de jouer, là, elle a répondu à toutes les questions. Nous, on a pu poser des questions, même des questions qui ne sont pas là. Et je lui tiens à lui merci parce qu'il n'est pas aisé de s'asseoir et de se soumettre à des critiques comme il est dit. En tout cas, j'aimerais lui tirer mon chapeau. Avec moi, je voudrais qu'on applaudisse énormément. Merci infiniment à tous les deux. Merci d'avoir joué le jeu de lien. Aujourd'hui, tu as été plus gentil. Je t'attendais plus tranchant sur la question du bateau. Mais je pense que la production, vous êtes même arrivé au marché. C'est suspect, mais c'est une très belle activité, ce jeudi de la communication. C'est une belle activité de communication interne, parce que le principe de la communication interne, c'est la communication horizontale. Donc c'est le principe qu'à ce moment-là, on vient défendre un projet, on vient parler, on vient argumenter, on vient discuter. Ça permet aussi d'ouvrir un peu le débat et puis de poser des questions, effectivement, pour éviter de rester à chuchoter dans les couloirs. Et puis poser directement les questions. Comme Mme Papier, elle a tellement bien terminé. Et chacun se bat ici pour son père. Elle a fini sur la communication, disant que les besoins seront traités en dispositif en disposition. Je pense que je vais donc appeler le représentant de la direction générale, notre conseiller technique, M. Begré. Une minute avant. Je pense qu'il y a Mme Nekandekaya.
Donc là, non, je ne vais pas. Je tiens, en présence de tous, à dire merci, vraiment merci à l'équipe technique. Parce qu'on ne le dit pas très souvent, il y a des fois où Enan n'est pas rentré chez lui à la maison. À 90%, les sinistres à la CNPS se font en dehors des heures de travail et le week-end. 21h, 22h, 23h. Nous, bon, sinon lui, parce que généralement, moi j'ai des informations, je dors un peu après, il m'appelle pour dire, ah, c'est bon, c'est réglé. Mais lui, il va venir constater le véhicule, il va prendre les dispositions de sorte que la personne entre chez elle à la maison, et puis il va rester avec son équipe jusqu'à pouvoir reprendre le véhicule pour le mener au garage après toutes les conséquences. Je souhaiterais qu'ensemble, on puisse leur dire merci à travers les applications. Je le dis par moment, je parle parce qu'il faut parler. Sinon, il y a des situations qu'on voit où, excusez-moi le thème, quelqu'un est sorti samedi après 3h à minuit, et nous à minuit, 2h du matin, on est obligé, l'équipe technique, de partir apporter un soutien. On laisse la famille et puis on part. Avec cette équipe technique-là aussi, je souhaiterais dire merci à leurs responsables, parce que c'est avec eux qu'ils essaient de coordonner au mieux pour ne pas connaître trop de situations désagréables, même sur la place publique. Merci à TV, merci à Mensa, Agui n'est pas là, elle aussi merci, merci à Sawa, merci à Guillet, qui elle gérait le sinistre. Donc imaginez la pression. Quand vous avez la pression des contrôleurs, quand vous avez la pression de certains directeurs, c'est pas facile. Ils essaient de prendre avec nous le coup, comme je dis, on parle par moment, mais on reconnaît les efforts qu'ils font, et je pense que c'est une équipe à féliciter et à encourager. Vraiment, bonne continuation, je pense que c'est le moment de faire pour ce jeu. Merci. La communication n'a plus peur. Je vais inviter M. Begley à ce pupitre pour donner le mot de fin. J'aimerais sincèrement dire merci et féliciter la directrice et l'ensemble de son équipe. On vient de passer quasiment 2 heures. Je pense que par timidité ou bien parce que la fin arrive, la fin de 17h arrive, il y a beaucoup de questions. Mais on aurait pu passer la journée là, parce qu'il y a beaucoup à dire sur la gestion du parc. Pour une entreprise de quasiment 2000 personnes, où la mobilité, grande mobilité, où la mobilité est un élément important dans la réalisation de nos objectifs, la gestion des parcs devient vraiment très critique. Et on a dit le nombre de véhicules que nous avons dans le parc, 455. Un jour, ce soit les développements. On est en train d'aller vers une force qui a voisine un gestionnaire auto, ou un gestionnaire de force, alors qu'on a des pauses. Mais effectivement, nos besoins exigent qu'on ait une force aussi importante. Et ce n'est pas les demandes qui manquent. Certaines fonctions aimeraient aussi bénéficier d'un véhicule. L'entreprise ne peut pas toujours former tout ce que nous voulons. J'ai dit à la dernière journée, la dernière étape de communication, entre ce que nous voulons, entre ce dont on a besoin et ce que l'entreprise peut nous donner, il y a un champ. Et c'est vraiment à cet exercice difficile, extrêmement difficile, que la direction du patrimoine et des moyens est confrontée au quotidien. Et je reconnais que c'est une activité très difficile. Certaines entreprises sont spécialisées dans ce domaine. Gérer les forces. Donc ici, on gère la force avec notre personnel même qui y met toute sa bonne volonté, toute sa bonne foi, toute sa compétence. Donc je pense que nous tous,
Nous devons, c'est vrai, être exigeants, parce que quand on est exigeant, ça permet aux autres de voir quelles sont les limites et comment ils peuvent évoluer. Mais nous devons aussi faire preuve de compréhension, de bonne volonté, et nous aussi contribuer à la bonne gestion du bien commun. Parce qu'effectivement, le parcours c'est un bien à nous tous. C'est quand le véhicule soit qui est là pour quelqu'un. Tant qu'il est dans le parc de la CNPS, c'est le bien de tout le monde. Et tout le monde va y contribuer. Aussi bien pour l'entretien que pour la gestion optimale du carburant et de tous les autres éléments. Donc c'est le lieu pour la direction générale d'interpeller aussi l'ensemble des collaborateurs pour que nous puissions contribuer à une gestion efficace du parc pour le bénéfice de tout le monde. Il ne faut pas hésiter, comme certains l'ont fait, à apporter des contributions à l'ADPL. Chacun a ses expériences, chacun voit des choses, il peut contribuer, il peut apporter des idées. Et je pense qu'il faut continuer à les féliciter parce que le modérateur a dit venez s'asseoir et accepter qu'on vous critique sur une activité pour laquelle vous savez qu'on vous critique effectivement tout le temps. Il faut vraiment avoir du cœur, du cran, de la bonne volonté, le désir de s'améliorer. Donc tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est la prise de conscience qui est faite aujourd'hui et qui a amené cette session, qu'elle puisse perdurer et permettre d'intégrer tous les dispositifs d'amélioration pour que nous soyons de plus en plus satisfaits. Tout le monde est concerné, mais retenons quelque chose pour le délai de plaisir. Le plan également. Et ça va vous faire aider. Le jour où tous mes collaborateurs seront satisfaits de la gestion des moyens, je vais dire que j'ai un problème. Internet n'importe quel DG. Si tout le monde dit non, mais la DPM là, c'est pas fait. Non, c'est pas fait. Il va dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que dans sa nature, l'on ne peut pas être satisfait. Et pour satisfaire tout le monde, c'est que la DPM va certainement faire des choses qui ne sont pas de la bonne gestion. La bonne gestion aussi, c'est d'avoir refusé quand il faut refuser. Savoir se faire violence quand il se fait violence. Mais quelquefois, nous aussi, on refuse à la direction générale dans le cadre de la bonne gestion. Donc, on l'a bien suffisamment applaudi, mais je pense qu'il faut l'applaudir encore et lui demander. Lui demander de continuer à faire l'impossible avec son équipe pour qu'on ait tous les moyens de mobilité dont nous avons besoin au quotidien.